Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre 255e briefing éclairage sur l'actualité en Russie. Alors aujourd'hui, nous serons en binôme, en duo, avec simplement Igor, puisque Arnaud est en train de préparer des comment, des, ah mon Dieu, je perds mes mots. Il préparer des événements importants et donc il faut réunir un peu de documentation. Voilà, donc briefing de jeudi, ça veut donc dire que nous avons toute la palette de l'actualité russe, aussi bien l'international que le domestique. Donc, Igor va avoir cette lourde tâche de nous parler des deux. Par quoi veux-tu commencer, Igor? Je vais commencer par l'économie. Enfin, on va suivre l'ordre habituel, économie, politique intérieure et puis politique extérieure et diplomatie en dernier. Voilà, Président. Alors, merci, bonjour à tous. Sur l'économie, qu'est-ce que j'ai retenu de l'actualité de ces derniers jours? Eh bien, tout d'abord, les déclarations du président russe lundi lors de la rencontre avec des représentants de la communauté d'affaires russe au Kremlin. Vladimir Poutine a estimé que le retour des entreprises étrangères sur le marché russe devrait se faire dans des conditions favorables avant tout à la Russie. Il a déclaré que des mesures miroirs devraient être particulièrement adoptées concernant les entreprises IT étrangères qui ont annoncé leur départ de Russie, mais qui sont en fait restées sur le marché russe. Il a eu des mots très durs d'ailleurs à l'encontre des entreprises IT, alors qu'il n'a pas nommé. Je cite le président russe, il est nécessaire de les étrangler. Je suis tout à fait d'accord. Je parle sans aucune timidité parce qu'ils essaient de nous étrangler. Nous devrions leur rendre l'appareil. Un point, c'est tout. Fin de citation. Donc effectivement, une phrase très dure contre ces entreprises IT étrangères. Il a poursuivi en s'en prenant aux marketplaces étrangères par lesquelles, selon le président russe, on peut importer tout et n'importe quoi. Et enfin, il a rappelé qu'il convenait de combler toutes les failles qui permettent l'utilisation d'équipements importés, équipements industriels hein, prioritairement, importés en Russie en lieu et place d'équipements nationaux. Là, il a repris en fait la ligne de la substitution aux importations qu'on connaît bien en Russie depuis 2014 et qui veut enfin, selon laquelle il faut substituer au maximum les solutions étrangères avec des solutions industrielles ou autres nationales. Alors, je me suis posé la question sur ces sociétés Haïti, pourquoi c'est embardé contre les sociétés Haïti, et j'ai essayé de chercher un peu à qui il pouvait faire allusion, qui l'avait en tête. J'ai trouvé seulement Google et Microsoft, puisque Google et Microsoft, comme chacun sait, n'ont pas techniquement, formellement quitté la Russie, même s'il y a pu y avoir des annonces depuis 2022 qui allaient dans le sens de dire que ces deux entreprises allaient se retirer du marché russe, ne plus assurer la continuité de leurs services informatiques sur le marché russe. Donc, à mon avis, il avait possiblement en tête ces deux énormes sociétés avec sociétés américaines, alors qui ont tous leurs services que l'on connaît bien, hein, le cloud, visioconférence, les agendas, les calendriers et autres. Hein. Alors qu'en fait, il existe effectivement, comme ceux qui habitent en Russie le savent, des solutions nationales russes hein, pour ces services-là, notamment avec Yandex, hein, puisque Yandex propose Yandex Disc, des services aussi informatiques, etc. Euh, Autre que le taxi, Yandex Market, Yandex Ieta, etc., bien entendu. Et on peut relier ça aussi d'ailleurs à la sortie sur les marketplaces. Alors pour le coup, les marketplaces étrangères, c'est principalement les marketplaces chinoises qui permettent d'importer beaucoup de choses de Chine notamment. Là aussi, chacun sait qu'en Russie, il y a des champions en matière de marketplace, Avito, Wildberries, Ozone. Et quand on essaye de relier les deux, ben, on s'aperçoit que ça soit pour Yandex d'un côté ou les marketplaces, et je pense spécifiquement à Ozone et Wildberries de l'autre, il y a un point commun, ce sont les ambitions de M. Kovalchuk, qui est un proche de Vladimir Poutine, puisque M. Kovalchuk a massivement investi dans Yandex, d'une part, et d'autre part, il a récemment aussi investi dans Ozone, et il se dit qu'il aurait des ambitions sur Wildberries. Et donc on peut imaginer qu'à travers ces déclarations, eh bien, que le président russe, quelque part, se fait l'écho de certaines ambitions d'un homme très haut placé hein, parmi les paysages des oligarques russes, mais qui reste néanmoins très discret, qui est le très commun
que j'ai pu trouver dans ces sorties du président russe donc de lundi. Et après, en élément de contexte, on reste sur le contexte que j'évoquais d'abord de substitution aux importations, qui prévaut depuis 2014. Là, il n'y a rien de très nouveau. Et depuis 2022, une tendance de fond qui s'est amorcée à la souverainisation et à la nationalisation des élites économiques du pays. C'est-à-dire que les oligarques, les hommes d'affaires, même sans être oligarques d'ailleurs, par la force des choses, les sanctions et ensuite la politique déployée par les autorités russes pour contrer les sanctions, eh bien, se retrouvent dans une dynamique eh bien, de nationaliser leurs affaires et leur business, autant que faire se peut, on va dire, en investissant d'abord en Russie. C'est d'ailleurs le cas, je crois, de M. Abramovich, puisque je crois que M. Abramovich a rapatrié ses derniers actifs qu'il détenait à l'étranger en Russie et que par conséquent, il lui reste finalement très peu de choses en termes d'actifs à l'étranger. Donc cette tendance-là, évidemment, continue de s'exprimer. Alors pour prolonger le thème, les Izvestia ont rapporté que la Douma d'État allait examiner au mois de juin un projet de loi qui déterminera la procédure de rachat de leurs actifs par les sociétés étrangères qui ont quitté la Russie depuis 2022, mais en incluant une option de rachat dans les contrats de cession des actifs à des repreneurs, qu'ils soient russes ou non russes. Donc ce projet de loi va être examiné au mois de juin. Pour ce qu'on en sait, d'après l'article des Izvestia, que je vous invite à lire, le nouveau propriétaire ou les nouveaux propriétaires russes pourront refuser, en vertu de ce projet de loi, l'option de rachat. Ce qui contreviendrait donc, j'imagine, à l'option qui a été inscrite dans le contrat de cession de l'actif. D'après Izvestia, cette situation délicate pourrait concerner 18 sociétés étrangères qui ne sont pas nommées dans le journal et qui se sont réservé le droit, ces sociétés étrangères, de racheter leurs actifs et qui risquent donc de se voir opposer un refus en vertu de cette loi si jamais ils souhaitent effectivement revenir donc sur le marché russe. Les nouveaux propriétaires peuvent refuser de revendre leur participation dans plusieurs cas qui sont manifestement prévus dans le texte. Si l'actionnaire vient d'un pays hostile, donc un pays inamical, si le prix prévu dans l'accord de rachat est inférieur à la valeur du marché ou si la vente aux propriétaires russes remonte à plus de 2 ans. Bon, c'est quelques cas qui sont évoqués par les Izvestia. Sur la valeur de l'actif, il y aurait beaucoup à dire, puisque quand on voit les conditions de sortie de certaines entreprises, notamment avec la décote de 50% au départ, lorsqu'on négocie les conditions de sortie, puis en plus derrière la taxe supplémentaire qui doit être reversée sur le prix final de vente, il restait déjà pas grand-chose. Et donc, il y a évidemment une question de prix qui est assez intéressante à mon avis. Cela dit, Visvestia mentionne la possibilité pour les entreprises étrangères concernées par ces situations-là de prétendre à une compensation de la part des autorités publiques, voilà, sans qu'on en sache vraiment plus. Donc, dossier à suivre de très près. La question des prêts accordés aux particuliers, qu'on évoque beaucoup depuis quelque temps, puisque la tendance se poursuit et se confirme, ces prêts sont en chute, avec un recul de 54% au mois d'avril, en glissement annuel, hein, donc par rapport à avril 2024. Ils ont totalisé 733 milliards de roubles donc le mois dernier, et le nombre de prêts, c'est-à-dire de prêts octroyés, lui a baissé de 57% pour atteindre environ 2,6 millions de prêts accordés par les banques et les organismes de crédit russes aux particuliers. Donc là aussi, un recul très très net, bon, qui est dû au taux prohibitif, certains diront usurier en fait, hein, puisque lorsque vous contractez un prêt hypothécaire, alors je laisse de côté les prêts hypothécaires à taux avantageux, encore que ce taux, même s'il est avantageux, ne l'est pas vraiment, mais si vous avez un taux non pas avantageux, ce sont des taux qui sont un peu jusqu'à 28%. Donc, certains journaux se sont amusés à calculer finalement quel était le coût du crédit lorsque vous avez fini de le rembourser au bout de 25 ans pour un appartement, par exemple. Bah, à l'issue des 25 ans, vous avez payé entre 6 et 8 fois le prix du bien immobilier que vous avez acheté. Donc, évidemment, ça perd tout intérêt économique. Donc là, on voit effectivement que un ralentissement et même une chute de ces prêts, alors même que la mise en service de nouvelles superficies et la construction de nouveaux logements continue, même si ça continue de manière un peu ralentie par rapport à ce que ça pouvait être encore l'an dernier. Et dernière nouvelle économique sur le secteur automobile, puisque selon RBK, le constructeur automobile japonais Mazda
a repris ses livraisons de certains modèles via la Chine, notamment deux véhicules, enfin deux modèles en particulier, qui se sont déjà retrouvés, enfin, qui se retrouvent déjà dans les concessions de Mazda en Russie, d'une part, et d'autre part, le constructeur japonais a repris la garantie constructeur sur les véhicules vendus en Russie, une garantie donc de 3 ans ou 100 000 kilomètres, qui commence donc à revenir en circuit via les réseaux de revendeurs de Mazda en Russie, donc ce qui est un signe supplémentaire de la part des constructions japonais qui lorgnent manifestement vers le marché russe. On avait déjà parlé de Toyota, par exemple, il y a quelques temps. Donc un signe supplémentaire que les Japonais se préparent à revenir, voire reviennent déjà vers le marché russe. Je continue avec la rubrique. Oui, tu veux qu'on fasse un premier Euh, tour de questions? Peut-être juste avant de passer sur la rubrique étrangère, où tu passais sur la politique ou Sur la étrangère. politique, mais on peut faire un premier tour de questions comme tu veux. D'accord. Non, parce que sur euh, évidemment, tout le monde a été très marqué par cette sortie de Vladimir Poutine concernant le fait que les entreprises étrangères. Il semblerait néanmoins, d'après ce que tu dis, que ça concerne des entreprises très très ciblées, très particulières. Il ne faut pas prendre ça pour un message général à toutes les entreprises qui reviendraient ou qui souhaitaient revenir, y compris après les événements. On parle vraiment d'Haïti, là, c'est ça? Alors là, ils s'en prenaient spécifiquement à l'IT, hein, tu as raison de le rappeler. Mais au-delà de ce secteur très particulier, une fois de plus, moi c'est mon analyse, hein, c'est mon intuition, je les relire en fait à donc, ce que je décrivais, aux investissements récents consentis par M. Kovalchuk dans quand même des entreprises majeures, hein. Yandex, c'est un champion national. Yandex, évidemment, pour l'entité russe, hein, pas l'entité qui est restée à l'étranger, qui a été complètement déconnectée juridiquement de la Russie, on parle vraiment de l'entité en Russie. Au-delà de ça, c'est quand même le signal qui évidemment est pas très bon. Parce qu'on ne peut pas exclure qu'il y a un effet de zèle auprès de certains fonctionnaires dans certaines administrations, voire auprès de certains hommes d'affaires qui n'étaient pas forcément déjà dans des dispositions très, comment dira-t-on, souples ou magnanimes à l'égard des investisseurs issus des pays dits inamicaux et qui, en entendant le président, vont être sentir confortés dans leur posture, en fait. C'est ça que je veux dire. Ça, à ce compte-là, c'est certain que le signal n'est vraiment n'est pas bon. Maintenant, il est vrai il s'en est pris spécifiquement au secteur IT et au marketplace. D'un côté, tel que moi je le décrypte, a priori des sociétés américaines, parce que bon, Zoom, on peut penser à Zoom, mais bon, Zoom, d'abord, je ne suis pas certain que Zoom avait annoncé son départ de Russie. Et puis sinon, il reste plus, en réalité, il n'y a plus grand monde. Et d'autre part, les marketplaces, bon, quand même, c'est ce qui permet aux Russes de faire venir de très nombreux biens de consommation, notamment depuis la Chine, à des prix évidemment chinois, même s'il y a de l'inflation. Et la concurrence est quand même très rude en Russie. On a dit, il y a Ozone, il y a Avito, il y a Yandex Market, M. Kovalchuk, et évidemment l'incontournable Whiteberries, ça fait quand même beaucoup de monde. Surtout quand on compare par exemple à la France, hein, qu'on connaît bien, où l'écosystème n'est pas du tout le même. Donc, ça reste ciblé sur des secteurs spécifiques, mais la tonalité, l'état d'esprit de la déclaration peut évidemment nourrir certaines positions hostiles dans certains lieux. Ouais. Tiens, d'ailleurs, à propos de Wildberries, on avait il y a quelques mois un feuilleton entre monsieur et madame propriétaire. Ouais. On en est où? Ça s'est calmé? Alors, depuis que la conclusion finale du deal a été réglée il y a quelques semaines, on n'entend plus parler. Je pense qu'on leur a fait comprendre qu'il fallait calmer le jeu, enfin surtout à monsieur, puisque les ambitions et les prétentions venaient de son côté. Donc, et surtout on avait vu des connexions tchétchènes, euh, ce qui n'a pas Oui, forcément. justement, c'était ça qui mettait du sel un peu sur. Ben, oui, oui, surtout que bon, ben, il y a eu l'affaire de l'avion azerbaïdjanais descendu enfin, via la Tchétchénie. Donc, je pense que tout ceci a fait beaucoup de désordre. Et que par conséquent, le message a dû leur être passé qu'il fallait se calmer, à mon avis. Et du coup, quel est le deal? On le connaît ou... Ah ben le monsieur Bakaltchouk a abandonné toutes ses prétentions ce qu'il avait hein, sur l'entreprise Wildberries et Madame Bakaltchouk a repris son nom de jeune fille, hein, Madame Kim.
Et donc, j'ai l'impression que maintenant, on en reste là. Très bien. Bon, donc tu peux continuer tranquillement maintenant avec la politique. Alors, sur la politique, j'ai retenu une première nouvelle qui nous amène à Kamensk-Uralsk, c'est loin de Moscou, où les forces de l'ordre ont réalisé en fin de semaine dernière une descente dans un club dans le cadre d'une opération présentée comme étant rentrant dans la lutte contre la propagande LGBT. Ils ont été accompagnés, alors les policiers étaient accompagnés des activistes du mouvement Communauté russe, hein, qui est une organisation d'ultra-conservateurs, qu'on a déjà pu voir ailleurs dans des cas similaires. Et donc, les policiers et ces activistes ont interrompu une soirée dans le style des années 90 où se produisaient des artistes manifestement travestis. Une procédure administrative a donc été engagée à l'encontre des organisateurs pour, je cite, propagande de relations sexuelles non traditionnelles. Et 26 personnes ont été arrêtées sur place lors de cette soirée. Donc, on avait vu des cas relativement similaires. On en a vu à Moscou, on en a vu à Saint-Pétersbourg aussi cet hiver, avec chaque fois cette organisation, la communauté russe, qui en fait joue le rôle de donneur d'alerte. Et j'ai l'impression que eux détectent qu'il se tient quelque part dans un lieu un peu discret, une soirée qui ne leur convient pas ou considérée comme non traditionnelle. Ils alertent les pouvoirs publics, la police, et une descente est organisée pour mettre fin à la soirée et verbaliser donc les organisateurs donc au motif de l'article sur la propagande LGBT. Donc une descente à Kamensk-Uralsk. Deuxième nouvelle que j'ai retenue, ça aussi ça fait écho à des choses qu'on a déjà évoquées avec Arnaud, et c'est une allocation forfaitaire remise à des étudiantes qui tomberaient enceintes. À Saint-Pétersbourg, elles recevront 100 000 roubles pour lorsqu'elle tombe enceinte et donc donne naissance à un enfant. C'est un programme donc décidé par l'administration du gouverneur de la ville, Monsieur Beglov. Donc ça aussi, on a vu des choses, des initiatives similaires à fleurir au cours de ces 2 derniers mois, on va dire 3 derniers mois maximum, ailleurs en région. Voilà, Saint-Pétersbourg désormais fait partie de ces villes qui vont reverser des allocations aux étudiantes qui tomberont enceintes. Troisième nouvelle que j'ai relevée et qui m'a paru très intéressante, c'est l'apparition du premier manuel scolaire en Russie portant sur les drones et l'emploi et la description des drones. C'est un manuel intitulé Drone, huitième et neuvième année. Alors la huitième et neuvième année dans le système scolaire russe, ça correspond à la classe de quatrième au collège français. Hein, donc c'est des enfants de 13-14 ans en gros. Donc un manuel qui a été préparé par la société Geoscan, qui est une société qui fabrique des drones, aussi bien des quadrocoptères que des drones un peu plus gros, on va dire. Et le groupe Prasveshiny, qui s'occupe de l'éducation, hein, comme son nom l'indique, et qui a donc donc un manuel qui part d'une initiative de ces deux entités et qui a reçu visiblement toutes les validations de la part des autorités publiques pour être inscrite sur les listes fédérales des manuels scolaires et donc être considéré comme un manuel scolaire, si bien que les établissements scolaires en Russie qui souhaiteraient commander ce livre pourront le faire et bénéficier d'ailleurs de fonds publics dans le cadre de la commande de cet ouvrage pour l'utiliser ensuite dans les classes de huitième et neuvième année en Russie. Et dernière info qui porte sur deux superstars du showbiz russe, Monsieur Urgant et Madame Pugachev. Le ministère russe de la Justice a indiqué hier n'avoir actuellement aucune raison d'inclure Ivan Urgant et Alla Pugachev au registre des agents étrangers, puisque selon le ministère russe de la Justice, leurs activités n'enfreignent en rien la législation en vigueur concernant les agents étrangers. Les deux stars vivent en Israël, hein, je rappelle, hein, depuis 2022, depuis qu'ils ont quitté la Russie, mais néanmoins reviennent occasionnellement en Russie, puisqu'on a déjà vu M. Urgant notamment à Saint-Pétersbourg, et Mme Pugachev aussi qui est revenue en Russie. Alors c'est très intéressant parce que il y a certaines voix dans certains milieux qui appellent à classer depuis 2022 Urgant et Pugachev agents étrangers, hein, pour leur prise de position, alors sachant que leur prise de position anti-guerre, hein, il n'y a pas vraiment de débat là-dessus, on a compris qu'ils étaient contre la guerre, ont été exprimés quand même de manière mesurée, plus ou moins mesurée, enfin pour M. Urgant, mesurée, il n'a pas trop pris de risques, mais on comprend sa position à l'égard du conflit en Ukraine. Et pour Mme Pugachev, c'était un petit peu plus affirmé, alors sachant que son compagnon, M. Galkin, lui, en revanche, est catalogué agent étranger, hein, par les autorités russes.
Mais on parle de deux superstars vraiment du showbiz russe. C'est-à-dire ce sont des gens qui jouissent d'une notoriété énorme en Russie, euh, auprès de la jeunesse spécifiquement pour Monsieur Urgant, mais pas seulement, auprès aussi des quadras et des certains quinquas. Et pour Madame Pugatcheva, c'est quand même plutôt les plus âgés hein, qui apprécient son répertoire. Mais ce sont vraiment des gens qui sont avant tout protégés de ce type de poursuites contre eux par leur je rappelle qu'Ourgand, bon, c'est Вечерний Ургант, c'est une émission donc en deuxième partie de soirée sur la principale chaîne russe qui a rassemblé plusieurs millions de personnes qui le regardaient. Il recevait des stars, des chanteurs, des blogueurs, des personnes du showbiz. Et c'est quelqu'un qui était quand même et qui reste encore. Et avant tout, ce qui, une fois de plus, leurs les plus provocatrices ou les plus affirmées. En tout cas pour Monsieur Urgant, que je suis un peu plus que Madame Pugatchov, on va dire, c'était des prises de position qui étaient quand même assez mesurées en ce qui concerne ce qui se passait en Ukraine, mais parfois c'était considéré comme étant déjà trop dans certains cercles qui veulent les voir donc étiquetés agents de l'étranger. Voilà pour la partie politique. Alors, on a une ou deux questions qui sont à la lisière de ça. On nous dit ceci, le gouverneur de Nijni-Novgorod, Gleb Nikitin, payer le malt capital aux citoyens des 47 pays non amicaux venus dans la région de Nijni avec un permis de séjour temporaire via le décret présidentiel sur la fourniture d'un soutien humanitaire aux personnes partageant les valeurs spirituelles et morales traditionnelles russes. Pensez-vous que cette mesure a des chances d'être adoptée? Bah, alors, ça a des chances d'être adopté dans la mesure où ça porterait franchement sur très peu d'individus, puisque le contingent de personnes qui ont cherché à bénéficier de ce programme et sont venus en Russie, en fait, représente quelques centaines d'individus, peut-être 1500, 2000 personnes tout au plus, hein. Quand on prend tous les pays inamicaux et qu'on regarde qui a cherché à rejoindre la Russie au titre de réfugiés idéologiques, entre guillemets, avec femmes et enfants, ça comptabilise quelques milliers d'individus tout au plus. Et dans ces individus-là, il faudra regarder ceux qui ont un enfant en Russie et qui plus est dans la région de Nijni-Novgorod. Ça fait franchement pas beaucoup de monde. Donc à ce compte-là, budgétairement parlant, ça va pas peser très lourd. Politiquement, ça rentre dans le cadre de ce que j'appelle la course à l'échalote, aux initiatives qu'on peut voir en région pour, comment dirais-je, marquer des points auprès du centre fédéral, hein, en termes à la fois d'originalité d'initiative et de promotion de l'agenda mainstream en Russie. Donc, je pense que ça pourrait rentrer en vigueur. Une fois de plus, budgétairement, ça pèsera pas lourd. Donc c'est déjà un bon point de marqué. Et politiquement, ça ne fera pas forcément consensus parce qu'il restera des gens qui diront, bah non, c'est des pays inamicaux, donc voilà, par principe, on ne peut pas payer à des ressortissants de pays. C'est des gens qui bénéficient du rapatriement de réfugiés idéologiques auprès de certains. Mon pronostic, chance, voire de faire des. Alors, dans le genre idée originale qui, pour une fois, vient pas de Volodine, on nous dit ceci. Il paraît que le journaliste éliminateur de la chaîne Soloviev Live, Sergei Mardan, a appelé à l'abolition des retraites pour les Russes nés après 95 afin de stimuler la démographie. Est-ce une idée qui se répand en Russie? Oui, là, on pense à Monsieur Malafeyev aussi, qui a donc l'oligarque traditionnel conservateur, on va dire, et qui a également mis en avant enfin, qui a mis en avant cette idée hein, de supprimer les pensions pour ceux nés à partir de 95. Faudra voir comment ça va être reçu. C'est assez frais, ça a quelques jours. C'est en train de faire son chemin. On va voir. Là, le critère d'égalité va pas être respecté. Le critère de justice sera pour certains respecté, peut-être. Pour d'autres, il y aura là aussi une entorse. On va voir. Pour l'instant, je pense que l'idée fait son chemin. J'ai pas trop vu depuis de commentaires acerbes ou Mais c'est quoi l'idée, fondamentalement? C'est qui ne comptent que sur eux-mêmes pour leur retraite et sur leurs enfants, c'est ça? bah, sur l'idée, voilà, il faut probablement euh, voir le coût, c'est-à-dire avoir un bien immobilier. Alors, il faut espérer l'avoir acheté avant les taux prohibitifs à 25-28% prêtés par les banques. Mettre de l'argent peut-être de côté, effectivement, prendre ses dispositions pour
en vue de la retraite. Bon, alors c'est des gens qui ne sont pas à la retraite tout de suite, hein, par définition, ils ont quand même le temps de voir venir. Et puis d'ailleurs, je crois que la jeunesse en Russie se préoccupe un peu moins de sa retraite que la jeunesse française, qui pense bien plutôt que les jeunes Russes, si on prend à âge égal, hein. Prenez un jeune Russe de 25 ans, il ne pense pas à sa retraite. Un jeune Français de 25 ans n'y pense pas forcément, et proportionnellement, ils sont plus nombreux à y penser que les Russes. Mais le système, une fois de plus, de cotisation de retraite n'est pas exactement le même non plus, mais les préoccupations ne sont pas tout à fait identiques non plus. Merci. Eh ben, on va passer à l'international. Alors, l'international, je vais poursuivre sur l'histoire du mémorandum et du futur probable tour de négociation russo-ukrainien, puisque l'Ukraine a remis hier, par l'intermédiaire de M. Oumerov, ministre de la Défense ukrainien, son mémorandum, enfin sa version du mémorandum, hein, sur lesquels l'équipe ukrainienne a travaillé depuis la rencontre d'Istanbul. Alors, on ne sait pas ce qu'il y a dans le texte remis par l'Ukraine. En tout cas, le Kremlin a fait le blackout dessus. M. Peskov a clairement dit qu'il n'y aura pas de commentaires sur ce qu'ont mis les Ukrainiens dans le document. Peut-être qu'on a des choses qui vont fuiter côté ukrainien qui nous en diront un peu plus. Ceci étant dit, les Russes, pour l'instant, eux, n'ont pas remis le mémorandum et de ce qu'on croit comprendre, ils comptent le faire, mais à Istanbul, lundi, le 2 juin, quand est prévu le prochain tour de discussion russo-ukrainien, ce qui était indiqué par M. Lavrov hier et qui a confirmé à la fois le lieu, Istanbul, la date, le 2 juin, pour le prochain tour donc, de négociation entre Russes et Ukrainiens. Alors ça, évidemment, les Ukrainiens le contestent. Ils souhaiteraient disposer du document russe en amont de la rencontre, ce qu'on peut comprendre, hein, pour avoir le temps de travailler sur le document et de préparer des points et des contrepoints. Donc à suivre, mais ce que l'on sait du document russe, en revanche, même s'il n'a pas été remis aux Ukrainiens, c'est ce qui a été fuité par Reuters, l'agence de presse Reuters, qui s'appuyait sur plusieurs sources sources russes manifestement bien informées, et le document russe, sans trop de surprise, devrait mettre en avant certain nombre de points, dont, euh, premier point, l'arrêt de l'extension de l'OTAN à l'Est, c'est-à-dire que ça ne concerne pas seulement l'Ukraine, mais ça concernerait aussi la Moldavie et la Géorgie. Deuxième point, évidemment, le retour de l'Ukraine au statut hors bloc, qui était inscrit dans la constitution ukrainienne avant 2014. Ça aussi, c'est pas vraiment une surprise. Troisième point, ce serait des garanties concernant l'emploi de la langue russe en Ukraine. Donc ça, c'est revenir sur un certain nombre de lois qui ont été prises par les autorités ukrainiennes à l'égard de l'emploi de la langue russe dans l'administration et dans la vie quotidienne notamment. La levée de certaines sanctions occidentales. Et dernier point, selon Reuters, le dégel des actifs souverains russes qui sont gelés principalement en Europe. Bon. C'est les principaux points qui ont été évoqués. Il n'y a pas le point sur les prétentions territoriales, hein. Vous savez notamment l'idée que selon laquelle les Russes exigent le retrait des troupes ukrainiennes des quatre oblasts, enfin, des parties des quatre oblasts annexés par la Russie que les troupes ukrainiennes contrôlent encore. Ça, en tout cas, ça n'est pas mentionné par Reuters. Peut-être qu'on le verra surgir dans le texte final remis par les Russes manifestement lundi aux Ukrainiens. Mais finalement, quand on voit ces 5 points, et sous réserve une fois de plus de ce qui sera vraiment dans le texte, et si jamais on a accès publiquement au texte, tout du moins en partie, eh bien, on voit quand même une grande continuité par rapport aux autres textes préparés par les Russes depuis maintenant 4 ans. Quand vous regardez les textes de décembre 2021 remis à l'OTAN d'une part et aux États-Unis de l'autre sous forme d'ultimatum par la Russie avant le déclenchement de l'opération spéciale. On est dans le même état d'esprit. Lorsqu'on regarde ce qui était préparé par les Russes et les Ukrainiens à Istanbul il y a 3 ans, en mars-avril 2022, on reste là aussi dans le même état d'esprit. Donc là, a priori, sans surprise, on devrait retrouver des prétentions qu'on a déjà lues ailleurs et qui ont été formulées par la Russie dans d'autres types de documents. Donc très peu, a priori, de concessions. Là aussi, c'est pas vraiment une surprise concernant ces attentes dans le mémorandum russe, mais je vous en dirai plus lundi si jamais on a l'information d'ici là, sinon ce sera jeudi prochain. D'autre part, côté américain, pour l'instant, on observe, puisque Donald Trump dit se donner une quinzaine de jours pour voir dans quelle mesure la Russie est vraiment disposée à négocier ou pas. Donc pour l'instant, il a plutôt le viseur pointé sur la Russie que sur l'Ukraine.
Après quoi, en fonction des conclusions qui sont tirées à la Maison-Blanche, il y aura soit de nouvelles sanctions, soit Ponce Pilate, s'en laver les mains et dire débrouillez-vous, on ne sait pas trop, mais évidemment que comment dirais-je, l'humeur de Donald Trump et le facteur Trump est assez déterminant pour voir où penche la balance, et surtout pour les Européens, puisque en fonction de la position qui sera adoptée manifestement par Trump dans les jours qui viennent ou semaines qui viennent, eh bien les Européens vont devoir essayer de recalibrer ou calibrer leur position sur le dossier. Alors justement, les Européens et le prochain paquet de sanctions, puisqu'on a parlé du 17e paquet de sanctions la semaine dernière, le 18e est déjà en préparation. Selon Bloomberg, Bruxelles étudie la possibilité de déconnecter 20 banques russes supplémentaires du SWIFT, évidemment de prendre de nouvelles sanctions contre la flotte fantôme russe, avec de nouveaux bâtiments qui seraient inscrits donc au registre des navires sanctionnés, et d'abaisser le prix plafond du pétrole russe à entre 45 et 50 dollars. Je rappelle qu'il a été fixé à 60 dollars par le G7. Et pour la partie allemande, on insiste beaucoup sur l'aspect d'interdire la reconstruction et la remise en service du gazoduc Nord Stream, ce qui pourrait être inscrit dans le 18e paquet de sanctions européennes qui est en préparation. Toujours sur les sanctions, la presse allemande s'est fait l'écho d'un rapport du ministère allemand des Affaires étrangères, selon lequel l'Union européenne et les États-Unis ne sont plus d'accord pour travailler main dans la main contre le contournement des sanctions anti-russes. C'est-à-dire qu'auparavant, il y avait une coordination des administrations européennes et américaines pour lutter contre le contournement des sanctions prises par les États-Unis et l'Union européenne contre la Russie. Ce n'est manifestement plus le cas si on en croit ce rapport du ministère allemand des Affaires étrangères qui explique que l'envoyé spécial de l'Union européenne pour les sanctions, M. O'Sullivan, a annoncé l'arrêt complet de la coopération transatlantique dans ce domaine. Il n'y a plus d'activité commune de sensibilisation non plus sur le sujet. Alors sensibilisation, c'est un petit entre guillemets, parce que parfois la sensibilisation pouvait tourner à la menace, hein, dans certains cas. Je pense que certains Turcs, certains Émiriens, certains Arméniens ont été lourdement sensibilisés. Et la coopération au sein du G7 sur les questions de politique de sanctions a totalement perdu de son élan. Je rappelle que dans les derniers communiqués du G7, lorsqu'il y avait des réunions au niveau des ministres, notamment depuis que Trump est arrivé à la Maison-Blanche, la partie américaine systématiquement cherchait à adoucir les communiqués concernant la Russie et voire à enlever certains éléments jugés beaucoup trop offensifs concernant la Russie. Donc au niveau du G7, il se passe vraiment plus grand-chose de ce point de vue-là, ce qui n'est pas étonnant quand on à lire le rapport donc, du ministère allemand des Affaires étrangères. Et je vais terminer avec un petit point sur la Serbie, puisque la Russie et la Serbie ont prolongé le contrat de fourniture de gaz existant entre les deux pays jusqu'à la fin du mois de septembre. L'accord prévoit que la Russie va fournir 6,1 millions de mètres cubes de gaz par jour à un prix de 290 euros par millier de mètres cubes de gaz. Les paramètres du contrat restent intacts et la prolongation de ce contrat sera discutée au cours de l'été par les parties dès le mois de juin en fait, hein, pour anticiper la prolongation donc, de ce contrat dans le cadre du Forum économique de Saint-Pétersbourg, puisque la Serbie sera représentée et enverra une délégation au Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Cela dit, il y a un peu d'eau dans le gaz, si vous me permettez la métaphore, puisque aujourd'hui, le SVR de M. Narishkin, donc le service de renseignement extérieur de la Russie, a accusé la Serbie de livrer des munitions de manufacture serbe à l'Ukraine, mais de manière, comment dirais-je, dissimulée. Ce qui donc est une communiqué du SVR qui intervient après la prolongation donc de ce contrat gazier que j'évoquais juste avant. Voilà, Président. Bien, alors là, je suis allé juste pour une question. Avant de te la poser, je voudrais signaler à notre auditeur qui nous pose une question concernant le secteur des études de marché. On ne peut pas lui répondre là dans ce briefing, mais on va essayer de trouver des informations et de le contacter ensuite pour parler de ça. Voilà, donc ben, pour finir ce briefing, on va te demander de prendre ta casquette de Madame Irma et me répondre à quels sont vos pronostics concernant la rencontre du 2 juin à Istanbul. Alors, j'ai pas vraiment je suis pas très optimiste.
parce que les positions, si vous voulez, de ce qu'on croit comprendre du document ukrainien, vu les déclarations précédentes, et une fois de plus, on ne l'a pas vu, il n'y a pas eu de fuite pour l'instant concernant le contenu de ce texte, euh, ce mémorandum devrait plus porter sur les conditions d'une trêve. Et donc la durée, la portée géographique, etc. Alors que le document russe, lorsque l'on regarde ce qui a été donné par Reuters, lui porte plutôt sur les conditions de la paix et pas de la trêve. Donc ils sont à deux niveaux de discussion et de négociation qui ne sont pas tout à fait les mêmes, ce qui n'est pas surprenant, et donc avec des attentes asymétriques. Et ça, c'est la prolongation des postures de part et d'autre. Je rappelle que les Ukrainiens voulaient d'abord une trêve de 30 jours intégrale pour ouvrir des négociations. Finalement, ils négocient, mais il n'y a pas de trêve. Donc, ils continuent à pousser cette idée de il faut d'abord une trêve pour pouvoir avancer dans les négociations, alors que les Russes, depuis le départ, disent il faut s'attaquer à ce qu'ils appellent les racines du conflit. Ils remontent jusqu'à 2014 et même on pourrait dire au-delà. Et donc, on a des niveaux de négociation, état d'esprit très différents de part et d'autre. Ceci étant dit, c'est la politique des petits pas. Il y a eu un échange de 1000 prisonniers de part et d'autre. Peut-être qu'il y a un nouvel échange de prisonniers qui sera annoncé, mais ils vont commencer à avoir du mal à trouver des profils. Enfin, en tout cas, je pense côté russe, à échanger. Mais on pourrait imaginer qu'il y aura encore un nouvel échange de prisonniers qui soit programmé. Ceci étant dit, l'échange de prisonniers au passage entre Russes et Américains n'a toujours pas eu lieu, même s'il est annoncé, hein, les 9 contre 9. Donc ça pourrait être un élément. Je pense qu'ils vont discuter des différents mémorandums qu'ils ont, mais si les Russes n'envoient pas leur copie avant Istanbul, ils vont la remettre à Istanbul aux Ukrainiens qui n'auront pas le temps d'en prendre connaissance dans des bonnes conditions et de réfléchir dessus pour formuler une réponse appropriée. Et donc, ils vont devoir probablement se quitter en se disant, bah, on étudie les documents de part et d'autre et on se revoit dans une semaine, 10 jours, 15 jours pour en discuter. Donc, à vrai dire, je suis pas spécialement, j'ai pas de très grandes attentes à l'égard de cette rencontre. Mais j'espère être positivement surpris. Tout peut arriver. Bien, ben, écoute, merci infiniment en tout cas d'avoir assuré aussi brillamment et de façon solitaire ce briefing qui finalement a été bien complet, bien long et tout ça. Donc, nous nous retrouvons lundi donc pour un briefing plutôt tourné vers l'international. On aura peut-être une partie des réponses aux questions que nous sommes posées aujourd'hui. Voilà, comme toujours, eh bien la CCI France-Russie se tient à vos côtés. Tenez bon.